Chers clients, chers collaborateurs, bonjour et bienvenue à ce forum dédié à la 5G. 5G en acronyme que vous avez certainement déjà vu, parfois même peut-être au-dessus de votre téléphone. Et nous allons passer la petite heure qui va suivre à essayer de démystifier la 5G, de passer de la fiction à la réalité, de vous aider à comprendre comment vous pourrez, avec la 5G, utiliser le réseau mobile différemment, digitaliser vos entreprises et, on l'espère, créer de nouveaux services. Je suis ici avec Justin, Pre-Sales Architect chez Poste Telecom. Bonjour Justin. Bonjour Luc. Bonjour tout et le monde. Nuno, Pre-Sales Expert Mobile chez Poste Telecom également. Bonjour Nuno. Bonjour Luc. Mais avant de commencer, faisons un petit retour en arrière sur l'histoire de la data mobile depuis une trentaine d'années en vidéo. Voilà, un petit retour vidéo. Justin, est-ce que tu pourrais un petit peu nous faire le retour verbal sur ces 30, 40 années de data sur le mobile? Volontiers. Voilà, donc on voit ici un slide très intéressant en fait, qui explique les 5 générations. J'ai eu le plaisir de pouvoir assister activement à 4 de ces générations. Donc on connaît tous de films, au moins la première génération, ces fameux téléphones digitales 8 watts qui étaient installés souvent dans des voitures assez volumineux. Mais vraiment la génération qui nous a un peu tous marqués, avec laquelle on a aussi un peu grandi. Donc c'est vraiment déjà la génération 2G, donc, en fait, qui est arrivée au début des années 90. Et le vrai boom, le vrai essor télécom ici au Luxembourg, c'est en fait plutôt vers la fin de la décennie, donc en 1998, en fait, à l'arrivée d'un deuxième opérateur mobile au Luxembourg, que vraiment tout le monde s'est commencé à intéresser à la téléphonie mobile. Il y a vraiment eu l'essor. Donc, on connaît tous encore la grosse brique, le fameux Ericsson 198 ou alors le Nokia 3210, 3310, en fait, des téléphones de légende qui ont vraiment marqué bien le début de la téléphonie mobile, un peu moins de data, parce que le seul data était parfois un petit MMS ou alors principalement des SMS, des textos qu'on envoyait. Ensuite, venait vraiment un peu la couche aussi du data, donc c'était avec l'arrivée de la 3G, là, c'était au début des années 2000, où on a commencé vraiment à utiliser aussi les data mobiles. C'était aussi l'ère des premières calls vidéo, donc on pouvait faire des video calls. On a ajouté aussi la notion d'email à la solution des PDA. Des BlackBerry étaient aussi, bien sûr, largement diffusés à tous les clients corporés principalement. Il faut savoir aussi que le premier iPhone est arrivé seulement en janvier 2007, donc assez tard dans l'ère 2000. Et donc, il a bâti principalement sur le 2G et 3G. Et c'est là le début vraiment des smartphones. La 4G, on ne dirait pas, mais on vit déjà depuis plus de 10 ans avec la 4G. Donc, c'est quelque chose qui nous suit tous les jours. Au début, c'était une technologie beaucoup plus rapide, bien sûr, forcément que la 3G, comme c'est le cas aujourd'hui avec la 5G. Mais la 4G, aujourd'hui, on vit toujours, on travaille avec. On a réussi à survivre, au moins au niveau connectivité, à la pandémie. On est maintenant connecté avec la 4G. Au début, c'était un réseau purement data, mais ensuite, on a ajouté aussi la couche voltée, donc pouvoir téléphoner, communiquer aussi par SMS sur la 4G. Donc la 4G, on la connaît tous, tout le monde utilise.
Maintenant, bien sûr, depuis quelques temps, on parle activement de la 5G, elle est là, et maintenant, on va expliquer un peu plus ce que la 5G est capable de faire déjà aujourd'hui et demain. Merci Justin. Donc c'est vrai que cette augmentation de la consommation en données, on la retrouve ici représentée schématiquement par une étude externe qui monte jusqu'à une estimation en tout cas de 175 zétabytes à 2025. Donc un zétabyte, ce sont des milliards de bytes. Donc c'est juste astronomique en termes de consommation. Et je crois bien que dans notre quotidien, on se rend bien compte aujourd'hui que nous sommes tous producteurs de data, que nous sommes tous consommateurs de data et qu'on a besoin d'un transport pour ces données. Et la 4G, la 5G, les réseaux fixes sont bien sûr des moyens de consommer, de produire et de consommer de la donnée. Si on regarde cette même évolution au niveau justement de la partie connectivité, on constate sur cette animation que d'une part, l'évolution en connectivité IP fixe vers les data centers, c'est la ligne verte, elle est avec une croissance juste exponentielle. C'est logique, hein, c'est non pas l'émergence, mais en tout cas c'est la prédominance du cloud qui amène à cette consommation excessive de données de et vers les cloud providers. La deuxième ligne, qui suit un petit peu en dessous la même évolution exponentielle, c'est l'évolution de la consommation, toujours en exabytes ici, sur le réseau mobile. Et donc on voit effectivement que le réseau mobile va avoir une tendance à devenir lui-même prépondérant dans cette consommation de connectivité, au détriment de la connectivité fixe qui est représentée sur ce schéma par une évolution qui, elle, est plus linéaire, mais ça reste une évolution du réseau fixe traditionnel tel qu'il est connu aujourd'hui dans les entreprises. Pour Luxembourg et pour Poste Télécom, ce n'est pas différent. On constate effectivement que nous avons, nous aussi, cette évolution de la consommation de bande passante. Et le schéma représente ici la consommation data pour les trois protocoles les plus couramment utilisés, 3G, 4G, 5G. Le 3G en rouge a tendance à diminuer fortement, il va bientôt disparaître dans les prochains mois. La 4G est prépondérante depuis qu'elle existe, on a bien vu qu'elle a fortement évolué, bien sûr. Elle nous a aidés dans la pandémie, on voit par rapport au graphe un petit pic au départ de la pandémie, dans les premières semaines de la pandémie. Et on voit de plus récemment donc, une petite partie colorée en bleu mauve sur le schéma qui correspond à la consommation 5G. Et on s'attend finalement à reproduire dans le temps la même courbe que celle qu'on a vue entre 3G et 4G, c'est-à-dire une augmentation progressive, croissante et exponentielle de la 5G. Mais effectivement, qu'est-ce que ça veut dire pour Poste Télécom en tant qu'évolution, révolution? Merci à Cliff Consbruck, notre directeur, de nous présenter ses avis au travers d'une petite vidéo. Les deux. D'un côté, c'est une évolution parce que l'utilisation de nos mobiles ne va pas radicalement changer. Ce n'est pas avec la 5G qu'on va regarder la vidéo plus rapidement. Par contre, il y aura des résolutions, donc des qualités d'image qui sont encore améliorées. Donc, dans ce sens-là, c'est clairement une évolution. D'un autre côté, la 5G, c'est clairement une révolution par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui sont apportées, les latences très petites, qui notamment sont exploitées dans différents verticaux, comme la santé, comme l'industrie, comme la finance. C'est le présent, ça fait des mois, ça fait des années que nous nous préparons, et là nous sommes prêts. C'est la réalité, et c'est également la réalité virtuelle. Clairement essentiel, d'abord déjà parce qu'on a absolument besoin des capacités dans le réseau pour pallier aux demandes futures, mais également d'un point de vue des nouvelles fonctionnalités, la 5G est essentielle pour, par exemple, l'industrie 4.0. Simple à utiliser, mais complexe dans la mise en œuvre. Ce sera les deux. Nous déployerons la 5G aussi bien dans les villes qu'au niveau des campagnes, et ça nous permettra également d'augmenter et d'améliorer la connectivité et la couverture là où aujourd'hui elle n'est pas encore au top. Cap. Cap, bien sûr. Et d'ailleurs, qu'en est-il aujourd'hui, Justin, de la couverture 5G au Luxembourg?
Voilà, ici on voit en fait une carte de la couverture post-télécom sur la 5G, mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui les autres réseaux sont encore là. Le réseau 2G est encore là, le réseau 3G est encore là. Bon, il va être décommissionné chez Post dans les prochaines semaines, mais le réseau 4G est toujours là aussi. Et bien sûr, en amont maintenant aussi le 5G qui est en train de se greffer et d'étendre en fait les bandes passantes sur le territoire luxembourgeois. Il faut savoir que donc, les différents réseaux coexistent et c'est aussi important de pouvoir gérer les réseaux en parallèle et aussi de gérer correctement les fréquences. Aujourd'hui, tout opérateur commun ici au Grand-Duché, il y a environ 400 autorisations de bâtir qui ont été validées par le ministère de l'Environnement. Ça veut dire donc 400 sites supplémentaires ou existants qui seront upgradés en 5G. Donc, ils sont aujourd'hui téléchargeables aussi au portail si quelqu'un veut regarder où se trouve un site 5G par exemple. Mais il faut aussi savoir que cette couverture, elle est bien sûr évolutive. Donc aujourd'hui, de notre côté, on couvre 42% du territoire, qui sera demain, après-demain déjà un nombre différent, croissant. Il faut savoir aussi que les opérateurs, lorsqu'ils font la couverture au niveau d'un réseau mobile tout court, pas seulement 5G, mais d'autres réseaux aussi, ils regardent bien sûr où habitent les gens et de quelle façon les gens communiquent. Et principalement, on s'attaque d'abord vraiment dans les agglomérations comme la ville, les alentours, pareil comme le sud. On le voit bien, en fait, que le sud est très bien couvert aussi avec la 5G. Et là aussi, on a ce qu'on appelle là aussi des hautes fréquences avec du 3,6 GHz, en fait, de fréquences pour le réseau. Donc ça, c'est important pour avoir la capacité nécessaire, mais aussi pour avoir la vitesse nécessaire. Ensuite, ce qui est un peu en vert, ça c'est vraiment les 700 MHz. Là, on voit vraiment aussi, donc c'est plutôt dans les zones rurales où on couvre aussi déjà avec la 5G, mais la vitesse est moindre parce qu'elle est aussi moins besoin en fait, d'avoir cette couverture-là aussi. Merci, mais donc un réseau en croissance. On n'a pas de date particulière sur cette évolution, mais effectivement, consultez Géoportail pour voir comment les antennes, les pylônes sont déployés effectivement sur l'ensemble du territoire. Maintenant, comme l'a dit M. Consbruck, effectivement, 5G, évolution, révolution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on considère la 5G comme étant plutôt une révolution qu'une évolution? Eh bien, ce sont ces 5 grandes caractéristiques qu'on a repris ici schématiquement et que nous allons, avec Justin et Nuno, aborder de manière un peu plus approfondie les unes après les autres. Et je vais commencer par la première caractéristique qui est liée à ce qu'on appelle ici le more capacity, mais pas uniquement plus de capacité en termes de bande passante, ça on va l'aborder à un autre moment, mais par contre la capacité qu'offre aujourd'hui la technologie 5G à supporter beaucoup plus d'appareils. C'est ce qu'on va appeler le Massive Machine Type Communication, MMTC. Et cette caractéristique va nous permettre de supporter par antenne un nombre beaucoup plus important qu'actuellement d'appareils connectés ou d'objets connectés. Pourquoi, me direz-vous? Pensons au scénario de la voiture autonome, pensons au scénario de l'IoT, du farming, mais on va avoir effectivement besoin de supporter beaucoup plus de connexions d'appareils souvent automatiques, des machines, vers le réseau, au travers du réseau pour utiliser le edge computing, pour utiliser les applications embarquées. Et donc effectivement, cette capacité du MMTC est fondamentale et va nous permettre de supporter beaucoup plus d'appareils et un réseau beaucoup plus vaste. Alors une autre caractéristique de la 5G, c'est la consommation énergétique. Nuno, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, la consommation d'énergie est un sujet d'actualité plus que jamais et qui sera toujours abordé dans le futur. Dans la 5G a aussi son rôle à jouer là-dedans. Donc avant tout, il faut être transparent. Aujourd'hui, si on se renseigne sur la 5G, les premières infos qu'on va lire, c'est une antenne 5G consomme plus. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'une antenne 5G absorbe déjà beaucoup plus. Donc ça rejoint un petit peu le more capacity aussi. Il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, une antenne 5G peut absorber 4 fois plus de trafic pour la même consommation qu'une antenne 4G, ce qui en fait déjà un point non négligeable. Et cela est nécessaire. Et nécessaire pourquoi? Parce qu'actuellement, tous les ans, on a une augmentation du trafic de data qui est de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, on estime qu'en 2030, un utilisateur sur 5 va consommer une moyenne de 200 gigas par mois, ce qui est simplement énorme. Et sans la 5G, on ne peut pas y arriver. Donc on aurait une saturation réseau sur la 4G où il aurait fallu faire du déploiement de masse, ce qui aurait fait à ce moment-là une consommation extrêmement élevée.
Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, la 5G apporte d'autres avantages, comme le beamforming, qui nous permet de donner un accès à la data quand c'est nécessaire. Donc contrairement à la 4G qui rayonne en permanence, le beamforming, lui, il va justement viser l'utilisateur qui en a la nécessité, ce qui évite de rayonner partout et à plein temps. Il faut aussi savoir qu'une antenne 5G, quand il n'y a pas besoin de trafic data, on va imaginer un quartier résidentiel la nuit où les gens dorment, l'antenne va se mettre en veille, ce qui permet d'avoir une économie d'énergie. La 4G ne le permet pas, la 4G diffuse en continu. Et après, il y aura bien sûr des applications diverses qui vont se rajouter à ça et qui vont permettre justement de faire encore des économies d'énergie. On va parler bien sûr tout ce qui est partie Smart City, donc il y aura des capteurs qui vont, eux, utiliser de la 5G pour diffuser l'information en temps réel, qui vont permettre de faire des économies d'énergie, de la récolte des déchets, d'économiser simplement sur la route en alignant et en ajustant le trafic routier en fonction du mouvement. Et tout ça, c'est nécessaire d'avoir de la 5G pour avoir cette capacité d'absorption. Et il faut prendre en considération que tous ces boîtiers-là, une grosse partie est sur batterie. Donc la 5G leur permet aussi d'avoir une réduction de la consommation, donc une augmentation de la durée de vie. Aujourd'hui, on va passer d'une consommation, une durée de vie d'une année plus ou moins sur un appareil connecté, on va passer sur 10 années de durée de vie. Donc ce sont des petites choses qui cumulées font que la 5G est non seulement intéressante pour l'utilisateur, mais aussi en termes d'économie d'énergie. Merci Nuno. Une autre caractéristique, la troisième, c'est le high speed. On dit souvent plus de capacité, c'est là dont on parle, c'est là où arrive le high speed. Tout à fait. Justin. Le high speed, c'est peut-être la fonctionnalité qui est la plus connue sur la 5G, mais à mon avis, pas la plus innovante, parce que le high speed, on l'avait aussi déjà connu avec la 3G ou la 4G, donc c'était toujours plus rapide que la génération d'avant. Donc c'était... Une vidéo, elle roulera toujours à la même vitesse. Exactement, avec les mêmes bêtises qui sont dessus aussi. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est vraiment au niveau de la vitesse, il faut regarder que, d'une règle générale, en fait, si on prend par rapport à la 4G, la 5G est environ 10 fois plus rapide au niveau de la vitesse pure et dure. Après, de nouveau, comme déjà expliqué sur différentes slides sur la couverture, c'est aussi une question de fréquence. Si maintenant on est plus dans les hautes fréquences, donc par exemple dans le 3,5 GHz, où il faut plus d'antennes, le rayonnage est un peu moins lointain que sur les 700 MHz. Donc là, on peut avoir des pics de 1 à 2 mégabits par seconde, en fait, gigabits par seconde en download. Ça fait environ en moyenne 200 à 400 mégabits par seconde pour un téléchargement, par exemple. Et le temps de latence qui est souvent en dessous de 10 millisecondes. Donc c'est vraiment proche, en fait, d'une solution fibre. Ensuite, si on augmente la fréquence, c'est-à-dire on monterait dans les 26 GHz, petite parenthèse, c'est une bande de fréquence qui n'est aujourd'hui pas encore attribuée ici par l'EALR au Luxembourg, donc elle n'existe techniquement pas encore. Mais là, théoriquement, on pourra faire des valeurs jusqu'à 10 gigabits en downstream, en fait, pour une connexion data. Mais sur un plus petit rayon. Sur un beaucoup plus petit rayon, vous avez vu, on parle de 500 mètres, voire même beaucoup moindre, parce qu'il faut vraiment aussi la capacité pour avoir les bonnes fréquences. Ensuite, il faut savoir que toutes les antennes de poste, ils sont aujourd'hui déjà tous interconnectés avec de la fibre 10 gigabits. Donc au niveau de la bande passante, elle est sizée correctement pour pouvoir accueillir en fait aujourd'hui nos clients avec des vitesses de 5G. La 5G aussi, comme toutes les autres data mobiles, c'est du data asynchrone. Ça veut dire que le downstream est plus rapide que le upstream. Downstream, c'est-à-dire vous téléchargez de l'information, un fichier de l'Internet sur votre device, et le upstream, donc, c'est-à-dire vous uploadez, vous téléchargez des informations sur l'Internet, vous envoyez en fait une information à l'extérieur. Voilà. Merci. Quatrième élément de caractéristique, donc la latence. Latence, point très important d'ailleurs dans la 5G et dans le futur pour la partie objet connecté. La 4G tourne en moyenne avec une latence de 50 millisecondes. La 5G, c'est une latence d'1 milliseconde. Donc il faut déjà voir que donc, entre le moment où l'information est envoyée ou elle est reçue, le temps est extrêmement court. Prenons le cas d'une voiture connectée. La voiture rencontre un obstacle sur la route avec une latence d'1 milliseconde. La voiture qui précède, elle a déjà l'information, elle sait déjà anticiper ce mouvement-là.
Il faut savoir qu'un humain, lui, c'est 260 millisecondes pour avoir une réaction. Donc, elle a tout intérêt à être là, cette latence, et la plus courte possible. Donc la 5G apporte vraiment cet avantage-là, et elle va le permettre avec la voiture connectée, comme avec les objets connectés, des caméras de surveillance par exemple, et tout ça, ça va permettre d'avoir des réactions, en tout cas, ou des temps de réaction beaucoup plus courts. Ou la télémédecine, ça peut générer également des scénarios. Pour la télémédecine, le cas a déjà été fait, une opération à distance, donc ce sont vraiment des objectifs finaux qui sont en train d'être réalisés avec la 5G. Donc on voit une convergence quand même entre 5G et réseau fixe en termes de bande passante, capacité, latence, des choses qui se rejoignent. Tout à fait. Et pour faire de nouveau la liaison avec les réseaux plutôt fibrés, connectés, la dernière caractéristique de la 5G, c'est le slicing, la dédication de certaines bandes passantes, de certaines fréquences. Comment ça fonctionne, Justin ? En fait, le slicing, donc on a ici un graphe qui explique ça assez bien. C'est très intéressant et c'est aussi important de comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, il faut comprendre un opérateur mobile comme un grossiste de transporteur d'informations. Donc, on transporte les informations, donc les bits and bytes, d'un endroit vers un autre. Et c'est aussi à notre autorité de faire attention à ce que ce transport fonctionne correctement avec le best effort. Et c'est vrai, aujourd'hui, les réseaux mobiles, ils sont de bonne qualité et les clients sont contents de l'utiliser. Mais il y a toujours moyen de faire mieux. Et c'est comme maintenant on peut faire avec le network slicing, c'est-à-dire on peut faire des couches supplémentaires, des sous-couches en fait sur le réseau commun qui existe pour tous les clients. Et ce sont en fait des sous-réseaux virtuels, parce qu'avec la virtualisation, on peut vraiment, avec du software, en fait, on peut paramétrer en fait du sous-réseau. Et avec ces sous-réseaux, on peut aussi donner une nouvelle fonctionnalité en fait au transport, ce qu'on appelle la quality of service. C'est-à-dire qu'on peut garantir un certain type de clients à des verticaux, à d'autres métiers, pour dire voilà, pour toi, pour tes clients, pour tes cartes SIM, pour ton transport, je peux t'assurer une certaine qualité que les autres n'ont peut-être pas. Et là, une des premières qualités qu'on voit ici, c'est le slice 1. Et ce sont des slices qui sont prédéfinis à la base parce qu'ils font partie de la DNA de la 5G, parce qu'il faut aussi uniformiser, faire un standard international, bien sûr, parce que sinon les slices ne fonctionnent pas au niveau international, au niveau roaming. Par exemple, le premier slice, c'est vraiment low latency. Donc, comme expliqué, ce sont des scénarios spécifiques. On a besoin d'une latence très, très, très courte, parce que sinon, une voiture ne peut pas rouler correctement, une drone ne peut pas voler correctement, ou autre chose. Par exemple, aussi, l'opération pourra avoir des problèmes. Mais là, pour ces clients spécifiques, on pourra donc lui garantir un slice low latency avec des KPI qu'on pourra mesurer, qu'on pourra prouver et qu'on pourra garantir aux clients aussi au niveau technique. D'autres slices, donc sous-couche du réseau, en fait, par exemple, peut être la haute bande passante. Si maintenant un client a besoin d'une autre bande passante pour uploader, par exemple, des vidéos, parce qu'il travaille dans les médias, ça peut être aussi très important. Aujourd'hui, c'est peut-être trop lent, mais demain, s'il a une slice spécifique pour la haute capacité, il pourra donc utiliser en fait, ces slices-là aussi avec de nouveau un KPI. Dans le futur aussi, il sera possible, vu que c'est tous du software, en fait, que les clients lui-même pourra même paramétrer son propre slice, c'est-à-dire il pourra avoir une interaction et faire du slice on demand pour dire voilà, pendant cette heure-là, j'ai besoin de ce slice. Il va peut-être payer un peu différemment la consommation, mais il pourra paramétrer lui-même en fait ce slice-là aussi. Donc chacun pourrait, idéalement, soit par entreprise, par communauté d'entreprise, se créer ses propres slices, la santé, les finances, etc. C'est tout à fait possible. Tout à fait, parce qu'on connaît ça aujourd'hui dans les solutions fibrées, mais en fait, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va maintenant aussi être en place pour le réseau 5G. Il faut bien sûr aussi que le cœur du réseau sont radis aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en train d'être mis en place chez Poste Télécom. On pourra le lancer au courant de l'année prochaine commercialement aussi pour les clients qui ont les besoins spécifiques pour ça. Merci Justin. Donc, 5 grandes caractéristiques. Et pour continuer la discussion, il nous semblait important de revenir, puisqu'on veut passer de la fiction à la réalité, sur des projets concrets qui existent, dans lesquels Poste Télécom a été impliqué pour amener la 5G sur le territoire luxembourgeois, pour amener la 5G vers nos clients. Premier projet, analysons-le d'abord en images, c'est le projet Croco.
5G Croco is a research and innovation project to trial 5G technologies for cooperative, connected, and automated mobility in Europe. Large-scale 5G demonstration will be deployed in the European corridor, connecting the cities of Metz, Leipzig, and Luxembourg City, across France, Germany, and Luxembourg. Small-scale 5G pilots will be deployed in Barcelona, Montmartre, and Munich. 5G Croco will facilitate new business opportunities, mobility services, and implied regulation aspects to ensure that EU citizens benefit from this revolution. 5G Croco will demonstrate 3 use cases for smart mobility. Teleoperated driving to increase road safety by allowing remote control of vehicles through highly reliable 5G connections. Generation and distribution of high-definition maps based on advanced driver assistance systems and the exchange of accurate data among vehicles. Anticipated cooperative collision avoidance solutions to avoid accidents by exchanging real-time information among cars with very low latency. 5G Croco, coordinated by CTTC in Barcelona, will change the world as we know it. The 5G revolution starts in EU transnational mobility. Nuno, pourrais-tu nous expliquer un peu plus à quoi ça correspondait ce projet 5G Croco pour Poste à Luxembourg? Bien sûr. Alors avant tout, Croco, ça peut paraître assez étonnant comme nom. C'est l'acronyme pour Cross Border Control. Merci. Donc c'est un projet au niveau européen qui regroupe donc opérateurs, constructeurs et équipementiers. L'objectif, c'est de passer sur du concret pour de la voiture autonome et bien sûr la faire traverser la frontière sans interruption de service. Donc il y avait 3 points, 3 piliers sur lesquels le projet s'appuie. Donc le premier, c'est avant tout la conduite à distance. Pouvoir justement téléguider sa voiture. Des tests ont été effectués, on a fait se garer des véhicules à une 50aine de kilomètres de distance. Le deuxième, c'est toute la partie sécurité, donc détection d'obstacles et ainsi prévenir les autres voitures qui précèdent. Et le troisième pilier, non des moindres, c'est la continuité de service, justement en passant la frontière. Donc qu'il n'y ait pas de coupure afin qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Et là, on a besoin de latence la plus faible possible et de slicing afin de pouvoir donner une qualité de service garantie. Donc, ce test s'est produit sur la zone frontalière, donc Metz, Merzig et Luxembourg. C'est un projet qui court déjà quand même depuis 2018, donc ce n'est pas récent. Il se termine cette année-ci. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose de concret. Donc, on y arrive. On voit aussi que les opérateurs peuvent fonctionner entre eux, s'aligner et, disons, dans un avenir un peu plus proche, répondre peut-être à un souhait particulier qui, on va dire, plus particulier pour le Luxembourg, serait celui de franchir la frontière sans coupure de réseau. Effectivement, on connaît tous. Voilà. Et donc là, on voit vraiment que, oui, sans les caractéristiques de base de la 5G, on n'arrive pas à faire ce genre de choses. Latence, disponibilité de service, slicing, probablement également la partie Massive Connected Devices, puisque tous les véhicules devraient idéalement être connectés. Un deuxième cas d'école, très concret également, celui-là, Justin, c'est la commune de Waldbillich, qui aujourd'hui équipe finalement les ménages avec une box, comme celle qui est là sur la table, un routeur 5G pour amener le triple play. Tu peux nous expliquer? Oui. En fait, en 2020, Poste cherchait en fait une commune qu'on voulait digitaliser, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment prendre comme projet concret et l'équiper avec les dernières technologies. Donc, on est tombé sur la commune de Waldbillich parce que c'est plutôt dans un environnement rural où la fibre n'est pas encore totalement déployée. Et donc, ça s'apprêtait parfaitement de remplacer une solution cuivrée avec de la 5G mobile. Regardons peut-être une petite vidéo. Justement, on a préparé une petite vidéo qui explique un peu comment ça a fonctionné.
Mon nom est Philippe Soares. Je travaille à la commune de Valbilich comme ingénieur en construction civile au niveau du service des bâtisses. La commune de Valbilich se situe dans le canton d'Echternach, à l'est de Luxembourg, et on a à peu près 1960 habitants. Un projet pilote a été lancé début 2021 avec Post Telecom comme partenaire pour digitaliser la commune de Valbilich en utilisant les réseaux du futur. Le projet s'appelle 5G Waldpolischke Digital, DigiWald. Il est composé de 3 piliers. Premièrement, les interfaces numériques totem. Deuxièmement, les compteurs d'eau intelligents chez les privés ainsi que les bâtiments communaux. Et troisièmement, le Fixed Wireless Access dans les maisons privées en utilisant le réseau 5G. Le village de Valbilich ne dispose pas d'infrastructure fibre optique, donc pas de connexion Internet à haut débit. La Poste a déployé un réseau 5G au niveau du village de Valbilich qui permet aux citoyens de se connecter avec un Fixed Wireless Access Point au réseau 5G avec une connexion Internet haut débit. Un grand merci à la commune de Valbilich pour sa confiance. Justin, ce projet, ça c'est hyper concret. Les citoyens utilisent la 5G pour le triple play. C'est quoi finalement le réel avantage? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Et la commune et les citoyens? En fait, il faut savoir que la commune, donc, ils ne sont pas encore connectés à la fibre. Et surtout pendant la pandémie, les ménages étaient souvent bloqués avec des connexions de 10 mégabits par seconde à plusieurs dans une maison. Et c'est clair que c'était assez frustrant parfois lorsqu'il fallait quand même travailler ou s'amuser sur l'Internet. Donc, avec le déploiement en 2020 du réseau 5G, et on a, Post Telecom a construit au milieu d'un champ, vraiment à côté des vaches, etc., d'un monde très rural, en fait, un pylône très moderne 5G avec la dernière technologie qui couvre vraiment tous les habitants de la commune, avec une très bonne couverture, aussi une haute fréquence, donc pouvoir permettre des vitesses aussi très rapides, qui savent concurrencer justement aujourd'hui la fibre. Et aujourd'hui, en fait, on a ramené aussi en fait, un device comme ça. Donc, il existe plusieurs devices qu'on a testés avec différents habitants de la commune aussi, parce que aussi pour Post, c'était un nouveau projet intéressant, challenging. Il y avait des techniciens de chez nous qui sont intéressés, impliqués activement aussi dedans pour trouver la bonne solution, surtout technique. On ne regardait pas le côté commercial, mais on regardait surtout le côté technique. Donc, on a testé 3 différents modèles de 2 marques, entre autres Huawei et Nokia. Ici, on voit en fait un Fixed Wireless Access Point. Donc, c'est vraiment juste le carte SIM qui va chercher les signaux 5G à l'extérieur et via un câble, il faut raccrocher encore en fait une Fritzbox pour diffuser en fait le signal à l'intérieur en fait d'une maison. Il existe aussi des routeurs qu'on a vus sur la vidéo qui sont all-in, c'est-à-dire là c'est vraiment un routeur avec la station émission incluse déjà dedans, beaucoup plus design, mais peut-être moins performante parce qu'elle doit se placer quelque part dans la maison, tandis que celle-ci, elle se grave vraiment à l'extérieur même, par exemple d'un mur ou d'une fenêtre, et ça permet d'avoir une très bonne couverture aussi de l'extérieur à l'intérieur. Donc on a fait vraiment des tests et on continue toujours à faire encore des tests en grande échelle avec les citoyens qui sont très contents déjà de pouvoir utiliser en avant-première et en masse les réseaux 5G. Et aujourd'hui, on a des clients qui ont mis carrément le réseau 5G en prime, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus leur Fritzbox. On a regardé les chiffres, il y a des gens qui font des centaines et des centaines de gigabytes par mois, en fait, donc comparable à une consommation classique fibre. Oui, parce que c'est l'Internet, la télé et la téléphonie. Tout à fait. Donc ici, on va vraiment, la solution, on utilise la high speed en fait de la 5G, mais aussi le projet DigiWald va un peu plus loin, donc on n'a pas rentré dans tous les détails, mais on a aussi des capteurs intelligents en fait, qu'on a installés dans des maisons, mais aussi dans des installations de la commune, pour justement mesurer par exemple la consommation d'eau, etc. Donc là, on va plus dans le domaine de l'IoT, dans
dans les applications spécifiques qui ne sont pas forcément basées sur la vitesse, mais sur d'autres champs d'application. Et toujours dans la même région, je pense, un autre projet en cours, c'est la partie LG 5G Cloud pour le farming. Tout à fait. Donc, il y a d'autres projets, bien sûr, qu'on a aussi fait avec la commune de Valpelliche, mais aussi avec d'autres partenaires, entre autres avec le centre de recherche LIST, mais aussi avec des sociétés faisant partie du groupe comme Intec, mais aussi le service des médias et de communication, donc du gouvernement luxembourgeois. Donc, ce sont des instances qui, bien sûr, s'intéressent activement au déploiement de la 5G. La digitalisation, c'est important, c'est une mission même, pas seulement pour les opérateurs, mais aussi pour le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, il faut essayer de travailler sur un maximum de différents projets différents. Donc, c'est vraiment le Lux 5G Cloud, c'est un peu le digital farming, en fait, c'est-à-dire utiliser en fait, les nouveaux moyens de communication, les nouveaux outils dans le domaine de l'agriculture. Et c'est vrai, on le constate maintenant de plus en plus pour différentes raisons que l'agriculture est devenue importante. Aussi, il faut savoir maintenant lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, lorsqu'il faut peut-être donner de l'eau aux plantes, lorsqu'il faut peut-être prévoir des inondations ou prendre des dispositions lorsqu'il y a une inondation qui se crée. Tout ça, c'est possible avec des capteurs intelligents ou important de pouvoir gérer aussi correctement cette information de ce capteur-là aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi, donc, de nouveau, par exemple, dans la commune de Valpelliche, on a installé des capteurs au milieu des champs avec une caméra qui est connectée avec une solution photovoltaïque qui permet donc d'avoir une autonomie suffisante au niveau de l'électricité aussi, mais avec une caméra qui peut regarder un champ supervisé, qu'il n'y a pas d'autres bétails qui vont sur le champ, par exemple, ou alors même aussi télécharger des informations en temps réel avec le fournisseur de l'information, mais aussi avec, par exemple, des stations satellites. Et aussi, quelque chose de très intéressant, l'information qui est primordiale, elle doit aussi être certifiée. Donc là, on parle aussi, en fait, de la certifier par des algorithmes de blockchain qui permet d'être sûr que cette information-là vient bien de ce champ-là et elle n'a pas été falsifiée. Donc, tout le monde pourra prendre les bonnes décisions. C'est donc là qu'on voit que avec la 5G et l'émergence de l'Internet des objets ou de machine-to-machine, là, il y a vraiment une convergence qui crée les nouveaux cas d'école pour le futur. Tout à fait. Et là, il faut vraiment dire, voilà, ce n'est pas la vitesse, l'high speed qui est important, c'est vraiment même pas la low latency qui est important ici, c'est vraiment pouvoir utiliser en fait les réseaux sur une basse consommation aussi à longue durée, parce que je ne vois pas forcément le cultivateur devoir changer des batteries ou faire des changements dans son équipement. Il l'installe pour une fois et ça doit marcher après des années et des années. Clairement, merci. Et donc, tu l'as abordé un petit peu, la problématique de la sécurité et de l'information, elle est fondamentale. Et c'est sûr que les nouvelles technologies sont souvent le berceau de nouveaux risques. Et c'est notre responsabilité en tant qu'opérateur de nous prémunir du risque et de vous prémunir en tant que client également de ces risques. Qu'avons-nous fait spécifiquement dans le domaine de la 5G ? 4 choses qui sont reprises ici sur le diapositive. La première, c'est l'encryption. Les données sont encryptées. Ce n'est pas neuf. Dans la 4G, il existe déjà des mécanismes d'encryption, mais souvent qui partent de l'antenne jusqu'au cœur de réseau. Ici, on a une capacité d'encryption end-to-end, depuis l'appareil jusqu'au cœur de réseau, de manière à ce qu'il ne soit plus possible finalement de capter l'onde et d'aller lire le contenu de l'onde entre l'appareil et l'antenne. Ni même, et on l'a constaté déjà dans le réseau 4G, de laisser la capacité à un pirate de présenter une antenne du réseau de l'opérateur, alors qu'en fait, il n'est pas l'opérateur, simplement pour capter les flux des cartes SIM de nos clients. Ces choses-là, grâce à l'encryption, ne sont plus possibles. Deuxième chose, disponibilité veut également dire stabilité et performance du réseau ou sécurité. Et cela est garanti aujourd'hui par la fibrilisation du réseau. Toutes les antennes sont elles-mêmes connectées au cœur de réseau par la fibre, ce qui augmente bien sûr la capacité en bande passante que nous pouvons proposer aux clients. Et troisièmement, pour certaines antennes les plus critiques et au fur et à mesure du déploiement, peut-être pour l'ensemble des antennes, on va essayer chaque fois que ce sera possible d'utiliser pour augmenter la sécurité d'approvisionnement du réseau, de travailler sur la redondance d'accès vers l'antenne. Donc d'utiliser 2 chemins différents pour connecter le cœur des réseaux à l'antenne, de manière à ce que si jamais une connexion venait à tomber, à défaillir, eh bien on puisse toujours continuer à fournir le service à nos clients. Et last but not least, bien sûr, la sécurité n'est rien sans les personnes qui aident à la gérer au quotidien. Notre équipe Cyberforce est entièrement dédiée
à gérer la sécurité du réseau Poste Télécom et ils vont continuer à le faire avec toutes leurs capacités de cyber defense, de ethical hacking, de manière à ce qu'effectivement on soit toujours au top de la sécurité et dans le contexte actuel, Dieu sait si c'est important. Et pour la petite anecdote, sachons que ces personnes-là interviennent également dans certains cas d'école pour d'autres opérateurs à l'international, ce qui préjuge en tout cas de l'expertise que Poste Télécom peut apporter à la clientèle à Luxembourg et à l'international. Voilà. On a couvert avec tout cela l'ensemble des différentes thématiques technologiques de la 5G, les cas d'école spécifiques de la 5G. Et le temps est venu, en tout cas, de vous remercier d'avoir participé à ce workshop, de ne pas hésiter à nous contacter si vous aviez l'envie d'explorer avec nous des capacités liées aux différentes possibilités que la 5G pourrait vous offrir demain et de continuer ce workshop avec les différentes questions qui ont été posées dans le forum. Alors, j'ai des questions qui arrivent en live, donc merci de me donner un petit peu de temps pour les analyser au fur et à mesure. Alors, première question de Paul. Finalement, combien coûte la 5G? Nuno, la question qui tue. Rien. Commençons par là. Aujourd'hui, l'utilisateur final ne payera rien. Donc, il n'y a pas de surcoût lié à son abonnement ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, bien sûr, en fonction des projets, si on va plus loin, si on parle de slicing, si on parle d'un private 5G, bien sûr, ce sont des projets sur mesure. Et ça, à ce moment-là, ça sera discuté ensemble avec le client. Il y aura une approche commerciale aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, que les clients se rassurent, il n'y a pas d'impact financier, il n'y a aucun coût additionnel de la 5G par rapport à la 4G. Merci. Autre question de Antonio. Wi-Fi, 5G, réseau privé d'entreprise, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, Justin, tu peux apporter quelques éléments de réponse et on peut y travailler tous ensemble, en tout cas, parce que c'est vaste comme question. C'est vaste et ça peut aller très loin, mais c'est vrai, beaucoup de gens se posent la question entre Wi-Fi et la 5G. Et si on parle de Wi-Fi, on parle surtout de Wi-Fi 6. Il faut savoir en fait que le Wi-Fi, ce sont des fréquences non forcément régulées. Donc si on fait un réseau Wi-Fi, en fait, plein d'autres personnes peuvent se greffer sur ce Wi-Fi-là. Tandis qu'un réseau 5G, ce sont des fréquences qui sont régulées par l'ILR en fait. Donc, et l'opérateur doit paramétrer correctement en fait, pour que ce réseau fonctionne sans interférence avec les autres opérateurs du même pays par exemple. Ensuite aussi, et ce sont des questions qu'on nous a déjà aussi posées en fait au rendez-vous client. Voilà, est-ce que je peux maintenant laisser tomber le Wi-Fi au déprimant grâce à la 5G? Et là, c'est clairement non, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire, voilà, le Wi-Fi 6 n'a pas sa raison d'être et la 5G va pouvoir tout faire mieux. C'est vrai que si maintenant vous êtes en train de réfléchir sur la question de construire, par exemple, un bâtiment, ben faites les câblages pour les deux, parce que les deux solutions techniques vont encore coexister un certain temps. Et ils sont aussi dans un certain sens complémentaires. Ce n'est pas que maintenant qu'il y a la 5G qu'il ne faut plus avoir des lignes Internet fixes, de la fibre, etc. Donc tout dépend bien sûr des use cases des clients, des budgets des clients, etc. Donc tout va quand même pas si simple pour résumer ça, oui ou non. Ensuite... Oui, je le vois aussi au niveau des réseaux d'entreprise où parfois, bon, même si on dit que la 5G a plus de bandes passantes, on a aussi plus de bandes passantes dans le réseau d'entreprise, plus de bandes passantes privées. On a des cas d'école qui peuvent aller aujourd'hui burster jusqu'à 100 gigs. Je ne crois pas que dans la 5G on puisse le faire. Non, ça c'est de nouveau une question de fréquence et de moyens techniques qu'on peut mettre. La technique, elle permet beaucoup de choses, mais il y a aussi des limites à ça aussi. Ensuite, il y a aussi un peu une question subsidiaire encore au niveau du réseau privé. Et là, on peut peut-être penser au private 5G, c'est-à-dire prendre un réseau privé à un client spécifique. Bien sûr, c'est techniquement possible aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore en place parce que d'un côté, il faut les opérateurs, ils upgrade en fait les réseaux 5G, à l'occurrence de pouvoir faire du 5G standalone. Aujourd'hui, ce sont plutôt des réseaux non standalone, sans rentrer maintenant dans les détails, mais aujourd'hui, le réseau est bâti sur le corps du 4G et demain, il sera du 5G pur à l'intérieur du corps du réseau, mais aussi au niveau des antennes et des devices. Donc, le réseau privé, aujourd'hui, on pourra créer un réseau privé pour un client spécifique. Les clients pourront le créer lui-même parce qu'aujourd'hui, la 5G,
c'est du open source. En fait, on peut vraiment acheter ses propres équipements. Donc, on peut vraiment, si on a le know-how, faire son propre réseau 5G, mais bien sûr, c'est devenu très, très complexe. Et après aussi, les clients devraient aussi respecter les règles de l'ILR. Donc, souvent, les clients, dans ce cas-là, à mon avis, vont venir auprès de leur opérateur, Poste Télécom, et vont dire, voilà, est-ce que vous pouvez pas me proposer une solution private 5G en système managed? Donc, c'est-à-dire, nous, on s'occupe de tout, mais les clients ont l'expérience comme s'il avait son propre réseau à l'intérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'un site. Il faut bien faire la distinction ici entre un slice et un private 5G. Tout à le fait. Slice, c'est je suis dans le réseau de l'opérateur et je vais réserver des fréquences ou des bandes passantes. C'est ça. Private 5G, c'est je monte mon propre réseau 5G, c'est-à-dire cœur de réseau, antenne, carte SIM, device, de manière à avoir cette capacité de gérer entièrement moi-même cette 5G dans une fréquence qui serait soit réservée à l'ILR, soit louée à un opérateur. Exactement. OK. Merci. Question suivante. 5G et santé. Quels sont les risques? Ça aussi, c'est une question délicate. Mais on ne peut pas poser cette question pour la 3G et la 4G aussi, en fait. Et d'ailleurs, cette question, elle viendra aussi pour la 6G. Donc, la santé, c'est important pour nous tous, ça c'est vrai. Et la 5G, c'est bien sûr le réseau du futur. Et bon, sans la technologie, on ne peut pas assurer les réseaux du futur. Il faut savoir que maintenant, au niveau des fréquences qui sont utilisées pour la 5G, on parle des fréquences entre 700 MHz et 3,6 GHz. Donc, ce sont des fréquences qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis des années. Aussi, avec le Wi-Fi, on est entre 2,4 et 5 GHz. Donc, ce sont des fréquences tout à fait connues et testées et analysées longtemps. Aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont été faites, et même au niveau de WHO, il n'y a pas eu vraiment constaté des nuisances spécifiques pour l'être humain d'une façon générale sur les fréquences GSM générales. Donc la 5G, comme j'avais dit, il n'y a pas encore de haute fréquence style 26 GHz qui aujourd'hui sont déployées au niveau européen. Donc la 5G elle est déployée aujourd'hui aussi dans le Luxembourg, elle est tout à fait comparable à la 3G et à la 4G. Il faut savoir qu'on vit depuis des années avec les autres fréquences de GSM, et ici c'est tout à fait pareil, donc il n'y a pas de risque. Maintenant, il faut savoir aussi que les opérateurs, lorsqu'ils installent les antennes, ils doivent bien sûr respecter des normes européennes, des normes nationales. Dans le cas Luxembourg, c'est l'ILR donc, qui règle ça. Le ministère de l'Environnement, il valide donc, les stations de tous les opérateurs, donc vous pouvez les consulter. Et même les statistiques sont téléchargeables pour chaque utilisateur, donc s'il veut s'informer. Donc c'est réglé, et les normes au niveau Luxembourg sont avec la Suisse les normes les plus dures en fait au niveau européen, donc avec des vols par mètre. Donc il n'y a pas de nuisance connue, c'est clair, on peut toujours poser la question, elles sont justifiées. C'est justifié effectivement, mais elles font partie on du applique futur. le contrôle prudentiel tout simplement, on fait ce qui est autorisé, ni plus ni moins. Exact, voilà. Merci Justin. Question suivante de Fabrizio. Une 5G box est-elle prévue? Si oui, aura-t-elle une meilleure performance en termes de couverture dans un bâtiment ou un immeuble, par exemple, face à la 4G box actuelle? En fait, on parle de ça, si je ne me trompe. Aujourd'hui, je pense qu'on est surtout en train de parler de la 4G box actuelle, qui est une solution, on va dire, Wi-Fi nomade. Oui. On parle surtout, à mon avis, du remplaçant. Le remplaçant est en chemin. On en a déjà vu pas mal qui ont été développés ces derniers temps. On cherche en tout cas encore quel sera le fournisseur, en tout cas le prestataire qui pourra nous fournir la meilleure box. Maintenant, dire, aura-t-elle une meilleure performance? Oui, ça c'est de manière sûre, on parle de la 5G, donc forcément on parle d'une meilleure performance. Maintenant, dire, y aura-t-elle une meilleure couverture à l'intérieur d'un bâtiment? C'est quelque chose sur laquelle on ne sait pas se prononcer avant. Tout va dépendre de la fréquence qui est utilisée dans la zone. Tout va dépendre s'il y a une couverture indoor déjà dédiée. Donc ce sont des paramètres auxquels il faudra voir le moment venu. Mais en tout cas, oui, c'est en cours. Oui, il y aura une meilleure performance. Merci Nuno. Une réponse de Simon. Merci pour la réponse par rapport à la question santé. Pas d'autres questions actuellement dans le chat. Donc, je propose de clôturer ici ce webinaire. Un grand merci à tous de vous être connectés. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.